de l'Armée nationale populaire, on fait d'une manière ou d'une autre la politique. Parce que tel est le métier des armes. On ne peut pas connaître l'art de la guerre sans parler de politique. Et la formation militaire nous assure ce cursus et nous permet d'appréhender la chose politique pour mieux préparer la guerre. Vous avez fait un doctorat en sciences politiques, justement. C'est ce qui vous a amené à aimer ce métier, peut-être un jour de devenir président de la République? Non, pas forcément, parce que c'était, je dirais, j'étais enclin depuis mon jeune âge à la fois à faire le métier des armes, à embrasser le métier des armes et à m'intéresser à la chose politique. Oui, mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Parce qui a déclenché qu'on ne peut pas faire les deux choses à la fois. J'étais militaire, j'ai fait mon métier d'officier, je l'ai exercé autant que faire se peut pour être à la hauteur des missions qui m'étaient confiées par le commandement. Et une fois que j'ai pris ma retraite, je me voyais en droit d'exercer le métier, enfin de m'investir dans le champ politique, disons. Et justement, on va en parler de cette retraite. C'était en septembre 2015, si je ne me trompe pas. C'était novembre 2015, 1er novembre 2015. D'accord. Est-ce vraiment votre décision ou vous y avez été poussé, honnêtement? Poussé, honnêtement, parce que ce que je vais dire là pourrait surprendre certains, et je ne peux pas dire le contraire de ce qu'est la réalité. J'avais demandé en 2011 déjà à quitter les rangs. Ma demande a été rejetée par le président. Oui. Il y a eu une autre demande de mon commandement en 2013 qui a été aussi rejetée par le président. J'ai fait une demande en 2014 qui m'a été refusée par mon commandement. Et en 2015, j'avais décidé de partir. Pourquoi? Parce que j'avais atteint l'âge de 60 ans et le statut des personnels militaires stipule dans son article 20 que la limite d'âge dans le grade de général-major, le grade que j'avais, était de 60 ans. Et ayant initié moi-même le statut général, je ne pouvais pas ne pas respecter des choses pour lesquelles j'avais milité. Je me devais de donner l'exemple. Donc cela n'a rien à voir avec les événements qu'il y avait à cette époque-là, les changements qu'il y avait à cette époque-là? Non, absolument, bien que je n'ai pas été d'accord avec le 4e mandat, mais cela n'a rien à voir avec ça. D'accord. Monsieur Arderi, vous êtes sorti, vous dites donc candidat du peuple, vous êtes sorti le 8 mars dernier pour rejoindre le peuple. Justement, vous avez été, excusez-moi de le dire, mais c'est une réalité, limite chassé par certains manifestants. Vous pensez que, parce qu'on va le dire, vous étiez un petit peu le favori au début quand vous êtes porté candidat, et aujourd'hui vous êtes limite chassé des manifestations. Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec un événement qui s'est produit durant votre campagne ou... Madame, le peuple ne peut pas être concentré en face du tunnel des facultés à Alger. Moi, j'étais descendu au niveau du Sacré-Cœur et j'ai fait tout le chemin à pied. J'étais avec le peuple, j'ai discuté avec les gens. Je suis descendu sans qu'il y ait quelques dégâts que ce soit. Et j'étais au courant qu'il y avait un petit groupuscule qui a été placé là où il devait être. Et il était au rendez-vous du côté du tunnel des facultés. Et ce qui a eu lieu, c'est de la manipulation de la part de ceux qui étaient intéressés par le ternissement de mon image. En vous portant en candidat, vous avez été très vite soutenu par d'abord Zoubida Assoul. Vous aviez eu comme directeur de campagne Mqranait Al-Arbi qui vous a lâché, Zoubida Assoul qui a retiré son soutien, et puis votre directeur de communication Ahmeda Ayashi. C'est dû à quoi selon vous? Comment vous voyez la chose? On ne me lâche pas, madame. On ne m'a pas lâché. Ils se sont retirés. D'accord, oui, ils se sont retirés, chacun sa culture. Ça comme ça, mais à chacun vous sa culture. comment? Je vais vous répondre.
Hamid Ayesh, ce n'est pas moi qui l'ai ramené. C'est mon directeur de campagne, en l'occurrence M. Mokran Ait Larbi, qui l'a ramené. Oui. Et il est parti comme il est venu, suite d'après ce qu'il a dit, pour des raisons qui... Selon ce qu'il a dit, il avait dit que c'était par rapport à une décision qui vous appartient concernant les jeunes qui ont fait appel à l'ANSEJ. C'est moi le candidat et c'est moi qui décide, et il n'appartenait pas à M. Hamid Ayesh de me dicter quoi que ce soit. Donc s'il n'était pas d'accord, il n'avait qu'à partir, il a bien fait partir. Non, mais il est parti, c'est un non-événement, il est libre de ses choix. Il est venu lorsqu'on lui a demandé de venir, il est parti et je respecte ses choix. Ok, le 3 mars, vous avez déposé votre dossier de candidature, comme tous les autres candidats, mais sauf que vous étiez le premier ce jour-là, le 3 mars, vous l'aviez fait par le biais de Mokran Ait Larbi. Les gens l'ont interprété un petit peu mal, ils y ont vu une porte ouverte pour que le président puisse déposer sa candidature par procuration. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Madame, les choses ne se sont pas passées exactement comme ça. Nous, on ne sait pas, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Les choses se sont passées le plus normalement du monde. Je me suis présenté conformément au timing qui nous a été fixé par le Conseil constitutionnel. On a été accueillis par un fonctionnaire à l'entrée. Et ensuite, lorsqu'il s'est agi de déposer le dossier, il s'agissait pour moi d'une formalité administrative sans plus. Monsieur Mokran Ait Larbi a pris le dossier, il l'a remis à un préposé à la chose dans un autre bureau, et c'était un récépissé de dépôt. D'accord. Pour ceux qui ont fait l'administration, c'est une formalité administrative des plus banales. Par contre, il y avait un autre acte qui avait son importance, c'était la lettre d'engagement que je devais signer au sein du Conseil constitutionnel devant m'engager, qui m'engageait à être candidat. Je l'avais rempli, parce que c'est un formulaire, je l'avais rempli, et on m'avait demandé de ne pas le signer à l'instant où je l'avais rempli. Je l'ai signé plus tard en face de la caméra. Ça a été filmé. Ensuite, j'ai été reçu par Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, et par la suite, je suis sorti. Donc le plus normalement du monde. Mais le plus normalement du monde. Qu'il y ait eu une instrumentalisation, qu'il y ait eu de la malveillance. J'espère que ce n'est pas le cas, parce que ça déshonorerait une institution aussi honorable que le Conseil constitutionnel, qui en principe devrait se placer au-dessus de ces choses-là. Monsieur Ordili, le 6 mars, donc ce fameux Mokran Ait Larbi a rejoint finalement, il s'est retiré, comme on l'a dit, et il a rejoint finalement le mouvement populaire. Est-ce que vous y voyez de l'opportunisme, ou vous y voyez une autre forme de... Je préfère ne pas porter de jugement, parce que je respecte le choix des gens. Il est venu lorsque je lui ai demandé d'être à mes côtés. Il est parti au moment où il a jugé qu'il devait aller rejoindre le peuple. Pour moi, le peuple, on le rejoint par le cœur et par le partage des idéaux. Moi, je partage tout avec le peuple et ses idéaux, et je partage tout ce que ressent ce peuple avec le cœur. S'il faut rejoindre la rue pour aller chercher le peuple, c'est qu'on en est quelque peu éloigné. Et après le report du scrutin, justement, vous avez appelé à son organisation d'ici mai de la même année. Vous avez même un petit peu refusé de plier bagage, de vous retirer de cette élection présidentielle, car pour vous, l'élection présidentielle doit avoir lieu. Le repli ne fait pas partie de votre langage. Ne fait pas partie de ma culture. On ne me l'a pas appris. On m'a appris à attaquer, parfois à me défendre, mais jamais me replier. Je ne suis pas venu pour faire plaisir au pouvoir. Peut-être qu'il y trouvait son compte. Moi, j'étais venu avec un projet pour le peuple, et j'estimais que je me devais d'être là lorsque le peuple avait besoin de moi.
Et je pense que le peuple a toujours besoin de moi et tant d'autres patriotes pour l'aider à sortir de ce pétrin. Et avant de développer votre vision politique de ce qui se passe et ce qui se passera dans le pays, qu'avez-vous à répondre très brièvement aux gens qui disent que vous êtes un produit du système? Ah, nous le sommes tous dans ce cas-là. C'est parce que qui pourrait prétendre ne pas être le produit de ce système? Et je ferme la parenthèse pour vous dire la chose suivante. À sa décharge, le Bouteflika a cassé le système. Et le grand grief qu'on pourrait lui adresser, c'est qu'il n'a pas prévu de système de substitution. Et la crise est née de là. Monsieur Rdeli, dans votre déclaration de candidature, vous avez appelé à la mise en place d'une deuxième république. C'était votre idée. Aujourd'hui, elle est un petit peu reprise par un petit peu tout le monde. Quelle est votre idée au juste? C'est bien qu'elle ait été reprise par les uns et les autres, et notamment par ceux du pouvoir. Ça veut dire que je ne produis pas uniquement le retrait, je produis aussi de bonnes idées. Et en fait, cette idée-là, elle s'inscrit en droite ligne avec la déclaration de novembre qui stipule que l'État algérien indépendant se devait d'être démocratique et social. Nos aînés ont parachevé la première phase en libérant le pays par les armes et nous les remercions, nous ne pouvons que l'être reconnaissants. La deuxième phase, celle de l'édification d'un État tel que le stipulait la déclaration de novembre, n'a pas été fait. Moi, je me suis dit que la Deuxième République se devait de parachever ce que la déclaration de novembre stipulait. Voilà. Vous dites aussi le fédéralisme, c'est la division du pays. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Non, c'est dans un contexte bien déterminé. Parce qu'on avait parlé de mon désaccord par rapport à cette question-là, et j'avais dit clairement que tout pays, toute nation est le produit de son histoire. Si le fédéralisme a fonctionné ailleurs, le confédéralisme aussi a fonctionné ailleurs, il n'est pas sûr qu'il fonctionnerait chez nous. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le produit de notre histoire. Et que l'État est fragile et la nation autant qu'il faille aller vers la consolidation de l'État, qu'il faille raffermir le socle de cette nation. Et si demain, lorsque je dis demain, la génération, votre génération, celle de vos enfants, estime que le fédéralisme est une solution pour les problèmes de l'Algérie, eh bien, qu'il en soit ainsi. Mais je considère qu'en les conditions actuelles, le fédéralisme serait mortel pour l'unité nationale. Je le dis, je l'assume. Monsieur Rdeli, certaines parties proches du pouvoir et vous-même, vous aviez déclaré que des forces extra-constitutionnelles avaient pris les rênes du pays depuis 5, 6 ou 7 ans déjà. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qui sont ces forces extra-constitutionnelles? Madame, les institutions, nous les connaissons. Elles sont celles que prescrit la Constitution. Tous ceux qui n'ont pas de responsabilité dans le cadre de ce que prévoit cette Constitution comme institution sont considérés comme forces extra-constitutionnelles, qu'ils soient du monde des affaires ou du copinage ou d'autres choses. Et vous avez fait partie de l'armée, on l'a dit en début d'intervention. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations du général Ahmed Gaïd Salah qui au début avait un ton assez menaçant et aujourd'hui lie sa voix à celle du peuple? Madame, logiquement, une armée comme l'armée algérienne, qui est son intitulé d'ailleurs le dit assez bien, est nationale et populaire, elle est l'héritière de l'ALN, ne peut pas, ne devrait pas, et jusqu'à l'infini, avoir une autre posture que celle que réclame le peuple. C'est ça
la posture, c'est ça la position de l'armée par le passé et l'avenir. Est-ce que l'armée aujourd'hui lâche Bouteflika? Non, lorsque le choix se pose en termes... voilà, madame, lorsque le choix se pose entre l'individu ou le groupe ou la nation, on lâche l'individu quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Parce que lorsqu'il y va de la sécurité de l'Algérie, de la sécurité de cette nation, du devenir de cette nation et de l'État, nul n'est important par rapport à ça. Très bien. Monsieur Rdélé, très rapidement, parce que nous arrivons à terme de cette édition, malheureusement nous n'aurons pas le temps de finir tout ce qui était prévu lors de ce journal télévisé. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos citoyens, à nos téléspectateurs qui vous regardent, une sortie, une issue de cette crise politique, sociale? Moi, je dis au peuple algérien que moi, lorsque j'ai fait appel au peuple, j'ai dit que j'avais le peuple comme support, comme point d'appui. Sincèrement, je comptais, j'avais cru en ce peuple, et j'y crois toujours, et j'escomptais cette vague, cette révolution après au moment de la campagne. Je me suis dit que ce peuple-là va se soulever d'une manière ou d'une autre pour défendre ses choix et défendre l'urne. Et le peuple algérien, il est grand, il est immense, il s'est soulevé d'une manière extraordinaire, il est en train de parachever la révolution de novembre, et il est en train d'entamer la deuxième phase de cette révolution, et je n'appelle pas ça manifestation, j'appelle ce qui est en train de se passer la grande révolution pacifique du peuple algérien. Ali Rdélé, en une phrase seulement, je n'ai vraiment plus le temps, en une phrase, pourquoi à la prochaine élection présidentielle devrions-nous voter Ali Rdélé? Parce que j'incarne le renouveau, j'incarne la rupture, lorsque je décide, je vais jusqu'au bout, et parce que j'ai l'esprit de sacrifice en tant que personne. Merci beaucoup Ali Rdélé. Je rappelle que vous êtes ex-candidat à la présidentielle 2019. Merci d'avoir répondu. Et le prochain candidat aux élections présidentielles. Et prochain candidat, c'est annoncé, voilà, c'est dit. Merci de nous avoir suivis. Prochain point complet.